Salut, c'est Laura. Je suis journaliste et j'ai décidé de mener mon enquête sur la qualité de l'air. Bienvenue dans le podcast Changeons d'air. Quand j'étais petite, on vivait à la campagne. La nature, les animaux, le calme et la voiture. Pour tout faire, il fallait prendre la voiture. Aller à l'école, voiture. Faire des courses, voiture. Se balader, voiture. Et ce n'était pas par envie, mais bien parce qu'on n'avait pas le choix. Difficile de se passer de la voiture, surtout quand on vit en périphérie comme moi. Pour aller bosser, souvent, on a peu d'alternatives. Alors, dans ma situation, je me suis demandé comment je pouvais quand même faire attention à la qualité de l'air. Et la réponse tient en un mot, l'éco-conduite. Mais je dois vous dire, rien que de penser à devoir revoir un moniteur d'auto-école, ça m'a déjà refroidi. Je vous entends rigoler, mais êtes-vous vraiment sûr que vous feriez moins de 3 fautes si vous deviez repasser votre permis ? C'est donc avec quelques appréhensions, mais curieuses, que je suis allée voir Anaïs du Centre Centaure, un centre de formation à l'éco-conduite. Bonjour Anaïs. Bonjour Laura. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Oui, très bien. Récemment, les ressources humaines de ma rédaction m'ont dit « Tiens, si tu veux, tu peux faire un stage d'éco-conduite ». Et j'avoue, moi, l'éco-conduite, je sais pas du tout ce que c'est. Donc, je suis venue vous voir et merci de m'avoir accueilli d'ailleurs pour en parler aujourd'hui. Et donc, je voulais savoir un peu, déjà, est-ce qu'on peut juste redéfinir qu'est-ce que c'est l'éco-conduite ? Oui, bien sûr. Alors, l'éco-conduite, c'est une conduite qui est éco-responsable, qui est plus citoyenne, qui est plus économique et aussi beaucoup plus sécuritaire. Ok. Mais ça fonctionne vraiment ? Ah oui, ça fonctionne vraiment. C'est des petits gestes à mettre en place au quotidien quand vous êtes sur la route et qui vont vraiment vous permettre d'économiser en carburant, en usure de véhicules, vous sécuriser parce qu'on est dans l'anticipation et d'avoir un impact pour le coup sur tout ce qui serait émissions de CO2. Alors moi je suis animatrice sécurité routière, prévention routière chez Centaure et nos formations, en fait, forment un cursus. Et dans ce cursus, il y a une formation d'éco-conduite. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va pouvoir intervenir en mélangeant théorie pratique et en faisant des tests directement sur la route pour montrer à nos stagiaires les gestes à mettre en place. Alors, déjà, la première chose qu'on conseille, c'est avant le départ, faire en sorte d'avoir un véhicule bien entretenu. Que ce soit au niveau pression de pneumatique, parce qu'une bonne pression va vous permettre d'avoir moins de soucis de pénétration dans l'air au niveau pneumatique, et donc vous permettre d'économiser du carburant. Un pneu sous-gonflé, pour vous donner un exemple, à partir de 0,5 bar de moins, c'est à peu près 2 à 3% de consommation en plus. Donc sur le long terme, ça peut, mine de rien, avoir pas mal d'impact. Ensuite, on va essayer d'éliminer tout ce qui est surcharge inutile ou charge à vide, les galeries de toit, les coffres de toit qui seraient vides, les porte-vélos aussi. Tout ça va avoir un impact, pareil avec la pénétration dans l'air, plus de difficultés pour le véhicule à avancer, donc il va plus consommer. Et l'entretien. Voilà, un véhicule qui est bien entretenu, c'est un moteur qui est réglé, c'est un moteur qui consomme moins. D'accord, parce que moi, par exemple, l'entretien, j'avoue, je suis pas très précautionneuse, on va dire. Si je devais un entretien, par exemple, vous parliez des pneus aussi, tous les combien de temps, par exemple, il faut vérifier ces pneus ? Alors, idéalement, usure pression, c'est 1 fois par mois. 1 fois par mois. Voilà, on a tendance à se fier à son capteur de pression. Mais le capteur de pression va pas vous donner votre état d'usure. Donc en venant le vérifier soi-même 1 fois par mois, ça prend quelques minutes, ça va vous permettre de vous sécuriser, déjà de base sur la route, et de savoir où vous en êtes au niveau de vos pneumatiques. En fait, quand votre pneu est sous-gonflé, il va se déformer, avoir moins d'accroche au sol, donc déjà plus de risques en ce qui concerne les pertes d'adhérence, et ça va provoquer plus de friction au bout du compte pour l'avancée du véhicule et donc plus de difficultés à avancer. On va avoir un régime moteur qui sera plus haut pour la même vitesse et donc plus de consommation. Le pneu, mine de rien, quand il va s'user, va dégager des polluants aussi. Donc un pneu qui s'use plus vite, c'est un pneu qui pollue plus. Et par rapport, parce que je crois que savoir qu'il y a parce que quand on fait le contrôle technique, on parle de filtres. Alors moi, j'y touche jamais à ces filtres. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire changer souvent dans l'habitacle de la voiture ?
Alors vous avez des filtres à particules, des filtres à air pour l'habitacle. Tout ça, selon le véhicule, la marque, l'âge, etc. Vous allez avoir des entretiens préconisés et c'est assez important de suivre justement ces entretiens préconisés pour limiter déjà d'éventuels problèmes sur votre santé, ne serait-ce que par rapport à ce que vous allez respirer et aussi par rapport à ce que vous allez émettre. Pourquoi, en fait, quand on rentre dans un tunnel aussi, on a tendance à fermer le circuit d'air et à laisser les fenêtres fermées? Alors, on va préconiser de fermer le circuit d'air extérieur et de mettre le recyclage de l'air au niveau de l'habitacle, parce que dans votre tunnel, il a beau avoir des systèmes d'aération qui vont récupérer les gaz à échappement des véhicules, au final, il y en a quand même. D'accord. Donc l'entretien pour commencer, si on veut être un beau éco-conducteur. Et après, c'est quoi au quotidien quand on prend sa voiture? Qu'est-ce qui vous conseillerait de faire en tout cas? On va commencer déjà dès le départ, dès le démarrage du véhicule. On va conseiller sur les boîtes manuelles de passer les 2 premiers rapports en moins de 3 secondes. Pour le coup, le premier rapport, c'est celui qui consomme le plus. Donc on va vraiment préconiser de le passer très rapidement et de faire attention aux 2 premiers kilomètres de route. Le premier kilomètre consomme en moyenne 50% en plus. Et le deuxième, en moyenne, 25%. Donc, ce qu'on va conseiller, c'est d'avoir une allure stable, éviter les grosses accélérations, éviter les gros freinages, le temps que le moteur soit chaud, tourne correctement. D'accord, du coup, ça sert entre guillemets à rien de laisser son moteur chauffer au début Du tout. Non. Le faire chauffer à l'arrêt, c'est gaspiller de l'énergie. D'accord. Pour le coup, l'éco-conduite ne vous fera pas rouler lentement. Vous n'allez pas perdre du temps en faisant de l'éco-conduite. On va souvent se dire je roule à 110 au lieu de 130 sur autoroute, je vais être en retard, je vais passer tellement plus de temps sur la route. Pas du tout. Ça va se jouer sur des gros trajets à quelques minutes. Par contre, le gain de conso, il est là parce qu'on gagne en moyenne 20% de conso sur un gros trajet entre le 110 et le 130. Donc ça change tout. On est beaucoup plus zen et on perd pas de temps. Et du coup, je me demandais aussi, parce que maintenant, dans les voitures modernes, il y a des indications sur quand passer justement la seconde, la troisième. Est-ce qu'on peut s'y fier Alors oui, effectivement, on va pouvoir s'y fier. Les constructeurs mettent en place aujourd'hui des indications de zone éco où on va pouvoir passer ces rapports de vitesse de manière plus efficace, mais on va pouvoir aller plus loin et chercher à passer ces rapports de vitesse peut-être un peu plus tôt encore que ces zones préconisées, jusqu'au moment où on sent que le véhicule ne l'accepte plus. Et effectivement, dans ce cas-là, c'est que c'est un peu trop tôt. En testant avec votre véhicule et en passant vos rapports de vitesse, au moment où vous sentez que le véhicule ne l'accepte pas, ça tremble un petit peu, là ok, c'est un peu trop tôt et on va pousser un tout petit peu plus avant de le passer. La zone verte s'étend en moyenne entre 1500 et 2500 tours, donc on préconise généralement avant les 2000 tours, que ce soit sur essence ou diesel, mais tout sera toujours affaire de test. Parce que un véhicule n'est pas un autre et donc le moteur va pas forcément le supporter de la même manière. Après, c'est à chacun d'essayer avec son véhicule et d'adapter les gestes d'éco au quotidien. Et sur ma voiture, il y a quelque chose que j'utilise jamais non plus, c'est le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse, c'est une très bonne assistance à partir du moment où vous êtes sur un trafic fluide et sur du plat. Si vous mettez votre régulateur de vitesse en montée, en descente, le moteur va forcer pour maintenir la vitesse et donc va plus accélérer en montée, va freiner en descente et là vous allez surconsommer. Donc on va conseiller de le mettre effectivement trafic fluide, bien à plat, quand on a la possibilité de maintenir sa vitesse et de pas avoir ce besoin de varier. On peut tout à fait se retrouver en 5e en agglo. Tout va dépendre de la géographie de route et de ce que votre véhicule tolère, une nouvelle fois. Les véhicules d'aujourd'hui tolèrent très bien d'être en 4e à 50 km/h. Ça se passe très bien. Mais imaginons, je suis à 50 en ville et je suis dans une descente. Là, je vais pouvoir en profiter, mettre ma 5e, lâcher mes pédales. Je lâche complètement l'accélérateur, je touche pas au frein, je touche pas à l'embrayage. Avec la 5e, le moteur va s'entraîner de lui-même et maintenir ma vitesse. Étant donné que je n'aurai pas le pied sur l'accélérateur, coupure d'injection, 0 consommation. Alors avant le départ, on peut aussi faire en sorte de planifier son trajet au mieux.
se laisser une marge de temps pour éviter justement de se retrouver dans les embouteillages, pour éviter le phénomène de je freine, j'accélère. Si on peut privilégier les routes plates plutôt que les routes vallonnées, parce que ça aussi, ça va occasionner de la surconsommation. Et si on peut, privilégier les transports alternatifs. On peut pas forcément selon son secteur d'habitation, mais si on le peut, le covoiturage, pour le coup, est très efficace. On est, mine de rien, en France, 9 Français sur 10 conduisent sont seuls à bord de leur voiture. Ah oui. Ouais. Et justement, vous savez à peu près combien parcourt un Français en kilomètres par jour, ou je sais pas, vous aviez des notions de combien de Français ont une voiture, peut-être, je sais pas. Alors, en moyenne, on va rouler 48 minutes par jour, à une vitesse moyenne de 40 km/h. Donc, ce qui est, mine de rien, assez bas. On va parcourir en moyenne, toujours 220 km par semaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule est en stationnement 95% de son temps. Au niveau des transports et des déplacements, près de 30% des déplacements des Français, c'est le trajet domicile-travail. C'est-à-dire que vous sortez de chez vous, vous allez au bureau, la voiture est stationnée, elle rebouge pas avant le soir, vous rentrez, pareil. Et là, elle est stationnée toute la nuit. Donc c'est vrai que l'alternative du covoiturage, si on peut se le permettre, bien sûr, ça peut être pas mal pour économiser leur carburant et qui du coup ont déjà trouvé les gestes d'éco-conduite en testant eux-mêmes avec le véhicule. Donc aujourd'hui, on en parle beaucoup plus parce que c'est une préoccupation au niveau de la société, mais ça a toujours existé. Est-ce que ça vaut le coup que j'éteigne le moteur à un feu rouge ? Alors on va effectivement conseiller de couper le moteur sur un arrêt prolongé. Pour les diesels, à partir de 15 secondes d'arrêt. Pour les essences, un petit peu plus. Tout dépend aussi de l'âge de votre véhicule et de ce qu'il consomme quand il est à l'arrêt. Mais un feu de travaux un peu long, un stop avec beaucoup de circulation, on sait qu'on va patienter, oui. Pour le coup, c'est plutôt conseillé de le couper. 15 secondes, c'est super court, en fait. Le gain est là. Mis bout à bout, sur le coup, on va pas forcément s'en rendre compte, mais mis bout à bout sur l'ensemble de la vie de la voiture, on va le sentir, ouais. En fait, la manière dont on gère la pratique sur l'éco-conduite, c'est qu'on fait rouler notre stagiaire sur un parcours d'une 20aine de minutes. Avec un ordinateur et un boîtier, j'enregistre toutes les données de conso du véhicule et je demande sur ce premier parcours à mon stagiaire de garder sa conduite habituelle. Voilà, je ne lui donne que les indications de direction. Ensuite, théorie, on voit ce qui aurait pu être fait, ce qu'on devrait mettre en place, et on retourne, et cette fois-ci, je vais le guider. Je vais lui donner justement toutes les instructions d'éco, tous les gestes à mettre en place. De même, j'enregistre les données, et ensuite on compare. Assez récemment, j'ai eu un stagiaire qui, dans sa vie perso, avait le même véhicule que celui qu'on lui a confié. Justement pour la formation, et qui du coup ne pensait pas pouvoir mieux faire que ce qu'il faisait déjà, parce qu'il pensait être déjà très axé sur l'éco-conduite. Il l'était, il avait quelques petits gestes, mais on a pu approfondir, et effectivement derrière, on lui a fait gagner un bon litre au 100, et il était assez bluffé pour le coup de tout ça. C'est super, on doit être content à ce moment-là. Ah totalement. Une conduite éco, c'est une conduite pendant laquelle on va énormément anticiper. Ce qu'on apprend en auto-école et ce que la réglementation nous dit en distance de sécurité, par exemple, c'est que c'est 2 secondes, au minimum 2 secondes. En conduite éco, on va conseiller 3 voire 4 secondes de distance de sécurité. Plus vous serez capable d'anticiper ce qui se passe devant vous, et moins vous serez amené à avoir des freinages, de fortes accélérations. Le but, c'est de conserver une allure la plus stable possible pour éviter justement ce phénomène de je freine, j'accélère, qui lui, pour le coup, consomme énormément. C'est vraiment, faut être zen au volant. Totalement. Quelque part, quand on pratique de l'éco-conduite au quotidien, on s'énerve beaucoup moins. Parce qu'on va laisser plus de distance, anticiper, freiner moins fort. On peut même, si on pousse à certains moments, ne plus freiner du tout, et ne se servir que de son frein moteur en rétrogradant très tôt, en laissant le véhicule couler. Et oui, c'est beaucoup plus relaxant quelque part. Du coup, si on est en situation concrète, je vois un feu au loin qui est rouge avec 3-4 voitures qui sont en train d'attendre. Là, je peux me permettre je freine pas, je décélère.
Et je laisse glisser ma voiture, la force mécanique de la voiture, si je comprends, fait que je ne consomme pas, donc je ne pollue pas, et du coup, j'arrive au feu tranquillement sans piler. C'est exactement ça. Vous allez décélérer et rétrograder progressivement votre véhicule. En rétrogradant, vous ralentissez votre moteur, donc vous allez avoir le frein et donc le ralentissement nécessaire pour votre feu. Et si jamais en arrivant au feu, effectivement, les véhicules sont pas encore redémarrés, vous allez compléter à la toute fin avec le frein. Donc du coup, là, s'il y a des gens qui nous écoutent, ils se disent, tiens, moi aussi, j'aimerais bien apprendre à faire l'éco-conduite, ils peuvent contacter votre centre ou un autre et demander à faire un stage d'éco-conduite ? C'est ça, totalement. Sachant que notre centre est référencé France Compétences, Calliope, certaines de nos formations sont accessibles via CPF aussi, ce qui peut permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter aussi de ces formations. Ils ont cette volonté de se dire, bon, j'ai autant d'années de permis, j'ai peut-être pris des mauvaises habitudes sans le savoir, qu'est-ce que je peux faire pour me remettre, pas dans le droit chemin, mais voilà, m'améliorer et me remettre à niveau. Et je me demandais si à l'auto-école, c'est quelque chose qu'ils apprenaient en fait aussi, l'éco-conduite. Alors en auto-école, on va faire un peu d'éco-conduite, mais on va d'abord privilégier la maîtrise du véhicule, la sécurité, et si l'élève conducteur y est sensible, on va pouvoir axer sur l'éco-conduite. On l'aborde à l'oral, on en discute avec les élèves. Il y en a aussi quelques questions dans le code au niveau de l'éco-conduite. C'est pas le fond de la formation, mais ça peut être abordé. Oui. Et ça vous semblerait bien que ce soit obligatoire ? Oh oui, ouais. Oui, non, ça me choquerait pas du tout. Pour le coup, pour travailler ici en tant qu'animateur, on a tous eu un cursus en auto-école. On a tous travaillé en tant que moniteur avant. Et effectivement, maintenant qu'on est là, on se dit, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu travailler ça aussi avec nos élèves. Ouais. Tout type de véhicule peut faire de l'éco-conduite. Sur l'électrique, on va l'axer au final pas sur la consommation du carburant, mais sur la recharge de la batterie. Comment faire pour maximiser ces recharges, limiter l'état d'usure des pneus et du véhicule, mais aussi des batteries, pour justement éviter le renouvellement de la batterie trop tôt, ce genre de choses. Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez des freins aussi. Du coup, j'imagine que tout ce qui est plaquettes de frein ou même le rapport de vitesse aussi sur l'embrayage doit jouer. Donc, ça casse moins facilement. Totalement. Le frein, c'est ce qui pollue le plus juste après la clim. Ah oui. Donc, plus on freine, plus on va rejeter de particules aussi. On va perdre en économie parce qu'on va devoir les changer plus souvent, plus rapidement, et en plus de ça, on a pollué. Donc, en fait, ce sont des plaquettes qu'on vient serrer sur les pneus et qui du coup s'effritent avec. Ça fonctionne par friction, et ce qui s'effrite sont des particules qui polluent. Et pour le coup, on n'a aucun moyen de les récupérer, d'empêcher que ce soit rejeté dans l'air. C'est vrai que souvent on a tendance à penser que la voiture c'est le CO2 et tout ça, mais en fait moi pour être honnête, j'ai regardé vite fait avant de venir, mais j'ai vu que c'était aussi beaucoup les particules en fait pour les voitures. Et vous parliez aussi, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais la climatisation, du coup, dans notre région on l'utilise pas forcément tous les jours, mais cependant on pourrait se dire que la climatisation c'est pas non plus, on voit pas trop le rapport avec la qualité de l'air ou même la consommation du véhicule. La climatisation quand elle est en route va rejeter également des gaz à effet de serre. Et cette climatisation, quand vous la mettez en ville, vous allez consommer près de 30% de carburant en plus, ce qui pour le coup pollue. Quand vous êtes sur route, donc hors agglo, c'est en moyenne 16% en plus. Et on a tendance peut-être à l'oublier, parce que cette clim est, mine de rien, très confortable. Et pour limiter tout ça, il y a des petites choses qu'on peut mettre en place. Éviter d'avoir les fenêtres ouvertes avec la clim. Comme le fait de chauffer à l'arrêt, là, on refroidit l'extérieur, il n'y a pas grand intérêt. Et de limiter aussi la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça, on préconise pas plus de 5 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Il faut ouvrir les fenêtres, quoi. Ouvrir les fenêtres, ça fonctionne mieux en ville. Par contre, sur route, le fait d'avoir ces fenêtres ouvertes va faire que l'air pénètre dans le véhicule et vous freine. On va devoir avoir un véhicule qui pousse plus son moteur pour maintenir sa vitesse. Donc, hors agglo, on va plus consommer les fenêtres ouvertes.
Une bonne éco-conduite, c'est un véhicule qui est bien entretenu, c'est une conduite qui est stable, souple, à vitesse constante et qui est dans l'anticipation. Je vous remercie beaucoup Anaïs. Moi je repars d'ici avec plein d'astuces et de tips pour à mettre en place très rapidement, et je suis contente parce que c'était un peu ça mon objectif. Donc je vous remercie beaucoup Anaïs. Pas de souci, avec grand plaisir, merci à vous. Bon, soyons honnêtes. Est-ce que je roulerai zen d'ici la fin de la semaine ? Je suis une femme de défi, mais bon, on verra bien. Ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'air, même en voiture. Et si je peux économiser du carburant en plus, c'est tout bénef. Promis, dès mon retour, je vide mon coffre. Cette vieille trottinette et mes boules de pétanque seront mieux dans mon garage qu'à partir en balade tout le temps avec moi. Sans oublier de couper systématiquement mon moteur dès que je m'arrête plus de 20 secondes. J'économiserai du carburant. Merci beaucoup Anaïs pour ces astuces intéressantes. Franchement, qui aurait cru que passer les rapports rapidement ou vérifier la pression des pneus pouvait faire une différence ? Je suis prête à devenir une pro de l'éco-conduite. Enfin, j'ai encore du chemin. Bref, merci d'avoir embarqué avec moi dans cette aventure motorisée. Et vous savez quoi ? Si vous testez l'éco-conduite, dites-le moi par mail. Je mets l'adresse dans la description. On pourrait même comparer nos progrès ou nos fails. Mieux conduire, c'est aussi mieux vivre. Moins de stress, des économies et une qualité de l'air améliorée. Mais soyons réalistes, les voitures continuent d'émettre des polluants. D'ailleurs, si je fais du vélo en ville, est-ce que je respire un air plus pollué ? Et quand je fais du sport ? Il faudrait que j'en parle à un médecin. Merci de m'avoir suivi dans cette nouvelle aventure. J'espère qu'elle vous a donné matière à réflexion et surtout l'envie d'agir. Si ce sujet vous a touché, partagez cet épisode car comprendre, c'est déjà agir. Je serai ravie de répondre à vos questions et de découvrir vos petits gestes au quotidien. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. À très vite pour de nouvelles péripéties. Atmo Hauts-de-France, qui a produit et réalisé ce podcast, tient à remercier ses partenaires, l'Agence régionale de santé Hauts-de-France, la région Hauts-de-France et la métropole de Lille. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu voir le jour.